Wow, quite a crowd. Je vois que la salle est au complet. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis Temway et c'est un plaisir et un honneur de pouvoir modérer l'événement d'aujourd'hui. De la source à la mer, bienvenue aux méthodes innovantes pour faire face à la pollution marine. Dans le cadre de cet événement, nous chercherons à souligner pourquoi la crise de pollution du plastique doit être abordée depuis plusieurs angles d'attaque, en améliorant la gestion des ressources hydrauliques et la gestion des déchets solides, en travaillant avec les gouvernements et les États au recyclage, à la réutilisation et à la réduction des plastiques, y compris les plastiques à usage unique. En mettant en avant des solutions innovantes, aujourd'hui, nous espérons encourager les États ainsi que les grands acteurs de ce domaine à créer plus d'incitations et de meilleures politiques pour l'action, l'innovation et le changement technologique. Avant de commencer et de passer au fond du sujet, je sais que chacun et chacune attendent ce moment depuis fort longtemps. Eh bien, avant, nous aurons une présentation très spéciale par une personne très spéciale. Je sais que vous savez tous qui c'est, mais je dois le dire quand même. Au cours des dernières décennies, ce monsieur a été à la pointe et nous a permis d'avoir une compréhension bien plus poussée de la nature. Je vous demande d'accueillir maintenant chaleureusement le grand naturaliste et communicateur Sir David Attenborough. Thank you. The oceans. Les océans couvrent un tiers de notre planète. Ils absorbent le dioxyde de carbone et fournissent un emploi aux communautés côtières et ils nous alimentent. Et pourtant, non seulement nous permettons leur destruction, mais souvent nous subventionnons et nous encourageons cette destruction. Qui s'imagine gérer une banque comme nous gérons aujourd'hui nos océans, avec une érosion dangereuse de notre capital et une perte sûre d'un rendement sur ces intérêts et des intérêts qui pourraient durer pour toujours. Nous soulignons l'importance d'un océan sain dans la réglementation de notre climat et dans le ralentissement du changement climatique en éliminant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Toutefois, aujourd'hui, les océans se réchauffent rapidement avec des conséquences graves sur les écosystèmes marins. Et cela apparaît avec une très grande clarté sur nos barrières de corail. Un écosystème équilibré avec les requins en tant que prédateurs donne de la résilience au corail face aux dommages et aux catastrophes. Or, aujourd'hui, même les barrières de corail sains font face à une menace plus importante. Avec le changement climatique, nos mers se réchauffent. Les plantes microscopiques qui vivent dans le corail leur donnent leur couleur, mais aussi les alimentent. Avec l'augmentation d'1 ou 2 degrés de la température de la mer, le corail repousse ses partenaires qui leur permettent de vivre et perdent ainsi leur source principale d'alimentation et deviennent blancs. Voilà la grande barrière de corail d'Australie qui maintenant blanchit à cause du réchauffement. Cela peut paraître beau, mais si les températures restent élevées pendant plusieurs semaines de suite, le corail meurt de faim.
Le dioxyde de carbone qui provoque le réchauffement global rend aussi les mers plus acides. Et le corail ne peut survivre à ces deux modifications. Or, sans corail vivant, beaucoup des habitants de ces écosystèmes périront également. En 2016 et en 2017, plus de 1000 km de la Grande Barrière de Corail ont blanchi. Six mois après, beaucoup de ces corails sont morts. L'écosystème a été détruit. Au niveau mondial, la moitié de tous les corails d'eau peu profonde sont déjà morts. Le reste pourrait être amené à disparaître dans les décennies à venir. Nous avons aussi besoin que nos océans restent sains pour qu'ils puissent alimenter notre population croissante. 1 milliard de personnes vivent aujourd'hui de la pêche en tant que source principale de protéines pour leur alimentation. Or, nous savons que la surpêche réduit sévèrement la productivité générale de nos océans. Et dans notre volonté de pêcher plus de poissons, nous nuisons au capital de nos mers plutôt que d'en récolter l'excédent, ou plutôt, dans vos termes, l'intérêt. Or, éroder le capital est à la fois peu durable et dommageable. Et l'avenir du thon d'aile bleue le démontre très clairement. Ce poisson se vend au Japon à plus d'un million de dollars. Il est peut-être donc inévitable que ce poisson ait été pêché presque jusqu'à l'extinction. Cette espèce de thon n'est pas la seule espèce menacée. Des décennies de pêche non durable ont épuisé les stocks de poissons. Un tiers ont disparu. La pollution plastique est grave pour nos mers, mais la surpêche industrielle l'est beaucoup plus. Si nous continuons à récolter le fruit des mers de cette façon, ce ne sont pas que les populations de poissons comme le thon rouge qui seront amenées à disparaître. C'est tout le système marin qui suivra. Avec cette combinaison de surpêche et de température qui augmente, nous modifions très vite et nous déstabilisons nos océans. Or, nous savons comment inverser la situation avec une gestion internationale. Et ce n'est pas une idée neuve. En 1980, je pensais que les grandes baleines allaient être menacées d'extinction. Or, en 1986, la communauté internationale a décidé de gérer cette crise. Et là, nous voyons le résultat avec la population de la baleine à bosse. Les baleines avalent de grandes gorgées d'eau et le passent dans les filets le long de leur mâchoire. Chaque baleine peut consommer 1 tonne par jour d'aliments.
with food so plentiful. Avec une abondance d'aliments telle que les phoques viennent réclamer leur part. Ces scènes extraordinaires étaient inimaginables il y a quelques années encore. Ils forment de grands groupes de plus de 100 baleines. C'est le plus grand rassemblement de baleines qu'on ait vu depuis 100 ans. Les baleines recyclent les nutriments qui enrichissent les eaux de surface, ce qui permet l'expansion des phytoplanctons, qui à leur tour alimentent d'autres animaux marins dans un circuit fermé. Et nous savons aujourd'hui qu'une communauté saine de chasseurs, les requins, les baleines, les dauphins, est essentielle pour un océan qui fonctionne normalement. Et un océan qui fonctionne est essentiel pour la santé de notre planète et de l'humanité. Avec cette reprise merveilleuse, les baleines à bosse ont presque retrouvé leur population de départ. Mais pendant cette période, nous avons fait plus de dommages aux océans que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est qu'avec la coopération internationale que nos océans se remettront et retrouveront toute leur vitalité. Nous avons sauvé les baleines grâce à un accord international. Aujourd'hui, l'heure est venue de sauver nos océans. Rendez-vous sur le site ourplanet.com pour voir comment notre planète peut renaître. Nous avons tous besoin d'océans sains et nous pouvons les avoir. En 2020, nous avons une occasion pour que les pays se mettent d'accord sur des cibles pour stabiliser la perte de nature, y compris dans nos océans. Plutôt que de subventionner les carburants fossiles ou la pêche peu durable, nous devrions tous soutenir les pays pour les aider à atteindre ces objectifs. Pour que nos océans récupèrent, il faut réduire le dioxyde de carbone pour contrôler, maîtriser leur augmentation de température et l'acidification. Si nous créons des aires marines protégées, nous permettrons aux poissons de se reproduire et nous reconstituerons les populations de poissons et nous permettrons à l'excédent d'être récolté, d'être pêché. En peu de temps, nos océans retrouveront leur santé et nous pourrons tous et toutes profiter de leurs bienfaits. Merci. Please come take a seat. Yes. Watch out. You will be sitting over here on this chair. Yes, please. Now, I don't know all of you, but je ne vous connais pas tous, mais en écoutant Sir David, je pense, comme vous le pensez aussi, que j'aimerais bien tout de suite voir toute la série. Mais
le temps urge et nous avons donc ce devoir de protéger nos océans et notre planète. Je me souviens qu'il y a tout un temps, il y avait un littératie très connu qui avait dit qu'il y a une chose plus énorme que la planète et l'univers, et c'est le cœur, l'intérieur du cœur. Or, aujourd'hui, nous sommes tous des étudiants de la nature. Et étant donc étudiants de la nature, il faut tout faire pour que les choses se passent et qu'on puisse donc protéger la nature. Et c'est à ce point-là, et c'est dans ce sens-là, que la Banque mondiale joue un rôle de plus en plus important dans cette mission. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'aimerais vous présenter aujourd'hui une grande amie à nous tous, Kristalina Georgievna, qui est pour l'instant le président de la Banque mondiale intérim. Kristalina, vous avez la parole. Et je vais vous laisser à tous les deux d'avoir une petite conversation, disons. Sir David, les gens qui sont avec nous dans la salle sont là parce que vous représentez ce qui est le mieux en nous. Et ce que j'apprécie dedans, c'est que ce fait va rester avec nous pendant très longtemps. Or, quel est le message que vous aimeriez donner à ceux de nos éditeurs qui travaillent dans les pays en voie de développement, des pays où tous les jours les familles font tout leur possible de survivre. Et parfois, ils doivent oublier un peu l'avenir long terme, vu donc les besoins court terme, donc la survivance. Qu'est-ce qu'ils devraient dire à leur famille pour qu'on puisse reconnaître que ce qu'on fait aujourd'hui est important pour l'avenir? Or, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, le problème, bien sûr, c'est le fait que la solution est une solution de court terme. Et le fait aussi que la population augmente, ce qui fait qu'il y a des exigences vu la ressource limitée. C'est ça le problème. Or, comment on s'y met? C'est un problème. C'est un problème énorme. Parce que, et c'est un fait, on voit qu'il y a une augmentation de la population, mais il n'y a pas une augmentation des côtes. Et donc, en fait, comme je l'ai dit avant, on est en train de puiser le capital plutôt que l'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Eh bien, une chose que nous faisons ici à la banque, c'est de traduire vos images, vos belles images, dans un langage économique. Donc, on parle de ceci comme étant l'économie bleue. Si vous le soulignez, vous vous faites mal à vous-même. Et quand on traduit donc la beauté de la nature dans ce langage économique, on essaye toujours de trouver des exemples parlants pour expliquer ce qu'en est le résultat pour le pêcheur et pour la famille de ce pêcheur. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple? Je sais que vous avez eu des contacts dans des communautés côtières, vous avez eu des contacts avec des communautés pêchères. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, vous savez, ils ne cultivent pas les poissons, n'est-ce pas? Ils sont, eux aussi, des sujets aux lois de l'océan. Et je ne sais pas comment on peut les persuader, quand leurs enfants ont faim le matin, de leur dire « mais non, il faut laisser des stocks dans l'océan ». Il faut donc trouver des façons de protéger les océans et surtout les régions de l'océan près des côtes, parce que c'est de là que vient la majorité des stocks. Il y a des règlements
en Europe où il y a toujours des problèmes. Et c'est une chose pour nous en Europe de le traiter d'une façon parce qu'on veut exporter les produits. Mais il y a beaucoup de régions dans le monde que c'est la base de vie qui doivent maintenir des océans sains. Alors, ça veut dire qu'il faut s'assurer que ces océans sont et restent féconds, et qu'on ne les pollue pas. Mais pour l'instant, il y a pollution. Et c'est un domaine où le monde développé doit prendre des mesures. Par exemple, ces plastiques qui sont un peu partout dans le monde maintenant, sans qu'on s'en fasse au moindre degré de la disparition de ces plastiques. À la Banque mondiale, on a pris au cœur votre message en ce qui concerne les sachets plastiques et tout ce qui est plastique. Et c'est très simple. Il faut tout simplement refuser. Il ne faut pas s'en servir si on ne l'utilise pas. Et si vous ne l'utilisez pas, alors ça ne va pas se produire. Et si vous avez des objets en plastique, réutilisez-les, recyclez. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut repenser. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une économie où on n'a pas du tout besoin de ceux qui tuent nos mers et nos océans? Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé? Non, mais je pense que ce qu'on n'a pas fait, c'est de faire un effort concerté avec international, avec la société scientifique pour voir ce qu'on peut faire de ces stocks énormes qui sont là. Vous savez, je suis un peu vieux maintenant, mais quand j'étais à l'école, je me souviens que l'instituteur de la chimie venait dans la classe et il disait, voilà, jusqu'à présent, on a vécu dans plusieurs ères, c'est-à-dire il y avait l'ère de la pierre, du bronze, mais maintenant, vous, les jeunes, vous vivez dans l'ère du plastique. Et ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il a dit, c'est que ce n'est pas détruisible. Et c'est une bonne chose, disait-il. Et personne dans cette classe, y compris l'instituteur lui-même, a vu les résultats à la longue de cette phrase. Et jusqu'à présent, on ne sait pas encore comment il faut s'y mettre. Eh bien, oui, en fait, c'est des déchets. C'est un non-sens de penser que le plastique ne nous affecte, ne nous touche pas, parce que c'est pas le cas. Et puis, vous avez aussi mentionné un autre mot, réglementer. Beaucoup dans notre public sont dans le gouvernement. Vous nous avez dit qu'il vous reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors, qu'est-ce qui serait, à votre avis, la première chose à changer? Ceux d'entre vous qui sont dans le gouvernement, levez la main, s'il vous plaît. Sir David a quelque chose de très intéressant pour vous. Prenez vos cahiers, prenez note. Allez, Sir David, vous allez nous dire. Qu'est-ce qu'il faudrait changer tout d'abord en ce qui concerne la loi? Mais dites-le moi, madame. Eh bien, moi, je dirais que moi, ce que j'aimerais, c'est que les gouvernements tous mettent un prix sur le carbone et qu'ils le mettent à un niveau très haut, très élevé. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que les gouvernements bannissent le plastique et qu'ils investissent dans la disparition des déchets et qu'ils le fassent rapide, c'est-à-dire plus tôt plutôt que plus tard. Vous savez, nous, dans la salle, on est surtout des économistes. Mais je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment choqué à un certain moment. Pour recycler, réutiliser ou gérer une tonne de déchets coûte entre 50 et 100 $. 100 $ au maximum. Mais souffrir les conséquences de ces déchets, surtout le plastique, qui va dans nos océans, cela nous coûte 400 $ par tonne. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que nous
pensons que nous sommes très intelligents, que nous ne pouvons pas faire les maths entre ces deux chiffres. Ben, je n'en sais rien. C'est en effet extraordinaire. Et puis autre chose qu'il faudra aussi dire, c'est que la question du carbone est très intéressante et très importante. Parce qu'un des grands problèmes qui nous confrontent dans les mers, c'est le changement de climat, la température qui est en hausse, ce qui a mené aux problèmes avec le récif corail, etc. Et cela dépend justement du carbone. Donc, la législation internationale à ce propos, à propos de la réduction et le contrôle de carbone, est tout à fait essentielle. Et je pense que c'est là un des problèmes majeurs qu'il faut confronter. Il faut le faire de façon unie entre les pays. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et je vois que les gens qui sont là des gouvernements sont aussi d'accord avec nous. Si on ne fait pas des pas très agressifs afin d'arriver à un monde zéro carbone, vous savez, alors on est fini. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Alors, on a eu quelque chose, Christine Lagarde, c'est-à-dire ma sœur de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire du FMI, est sortie d'un pourparler qu'elle a eu avec vous, très émue, parce qu'elle vous avait demandé qu'est-ce qui se passerait si on ne passe pas à l'action, si on laisse mourir nos océans. Et vous lui avez répondu de la façon que vous allez répéter maintenant. Le désastre et l'extinction, c'était ça le mot. L'extinction de qui, Sir David? Eh bien, c'est nous qui causons le problème, n'est-ce pas? Alors, c'est nous qui allons directement à l'extinction. Eh bien, ça nous touche de près, n'est-ce pas? Eh bien, dans des termes pratiques, je ne pense pas que l'homme va disparaître. Mais tout ce que nous avons pu créer dans le monde, toutes les avances que nous avons pu faire, toutes les villes que nous avons construites, toute la culture que nous avons produite est en péril. Et les citoyens vont être menacés si la mer continue à se lever et nos civilisations seront en péril. Et avec le changement climatique autour du monde, il y a des domaines dans le monde qui, pour l'instant, sont encore habités, seront inhabitables, non seulement parce que les mers seront à la hausse, mais parce que aussi les déserts seront tellement chauds qu'il y aura des migrations de masse qui vont se faire. D'ailleurs, chose qu'on voit déjà au début. Eh bien, j'ai lu récemment le rapport IPCC et cela m'a fait demander qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce que cela a comme effet par exemple, à ma petite fille qui a 8 ans maintenant. Alors, au moment où elle aura 20 ans, il y aura 100 millions de plus de très pauvres dans le monde. C'était d'ailleurs dans le rapport GIEC. Et au moment où elle aura 40 ans, il y aura encore beaucoup plus de réfugiés climatiques. Et si elle a la chance de vivre jusqu'à l'âge de 90 ans, eh bien, notre planète sera à peine vivable. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est pas trop tard, n'est-ce pas? Dites-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas trop tard de changer de cours de route. Non, non, il faut reconnaître que ce n'est pas un problème qu'il faut remettre à demain. C'est quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui, parce que le plus longtemps qu'on attend, le plus difficile et donc le plus cher aussi que devient la solution à ce problème. Et puis, à la longue, ce sera tellement énorme que ce ne sera pas faisable de le contrecarrer. Or, qu'est-ce que vous avez vu qui vous donne de l'espoir qu'il y aura une possibilité d'action? Eh bien, une chose, et d'ailleurs on l'a montré tout à l'heure dans la vidéo, c'est qu'il y a eu un groupe de marins se sont rassemblés. Ils ont dit, si on ne fait pas quelque chose maintenant, les baleines vont disparaître. Et ils sont passés à l'action. Et vous savez, la nature a une résilience énorme. Et ces baleines sont revenues, vous l'avez vu. Mais je n'aurais jamais cru que
de mon vivant, les baleines pouvaient se reconstituer. La séquence que vous avez vue tout à l'heure, c'était impensable il y a même 10 ans. Donc, si on peut le faire pour les baleines, en fait, les baleines, c'était un cas un peu spécial parce que il y avait que quelques nations qui étaient impliquées, parce qu'il y a que peu de nations qui font la chasse à la baleine. Et ça a pris un certain temps, ça demandait des efforts, mais c'était soluble. Mais quand on veut passer à la totalité des mers, c'est un problème plus grand. Pourtant, le désastre qui nous confrontera si on ne fait pas quelque chose, c'est énorme. Oui, cela me rappelle autre chose. Il y a eu le protocole de Montréal. Il y a eu, vous savez, la zone, la couche d'ozone où il y avait un trou et on l'a réglé ce problème. Et je vois qu'il y a Monsieur McKenna qui vient du Canada et qui est champion des réponses à ces questions. Donc c'est un message simple que nous devrons tous comprendre. C'est qu'il faut changer d'une vie de haute carbone à basse carbone. Il faut le faire rapidement. Il faut le faire d'une façon aussi qui tient compte du fait que les gens doivent avoir un emploi et des opportunités. Alors, voici la bonne nouvelle. On peut passer à une croissance basse carbone et générer des emplois en même temps. Oui, c'est vrai, mais il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. La partie majoritaire, ce sont les océans près de la côte. C'est là où il y a la nourriture, surtout. Mais en haute mer, il n'y a pas de règlement. C'est en fait le commun du monde entier. Légalement, tout le monde peut y aller faire ce qu'il faudrait faire. Et les gens le font. Ils font des choses terribles. Et en plus, vu qu'il y a de plus en plus de méthodes de pêche, ils vont faire des choses encore pires. Une des choses qu'il faudrait dire, c'est que sur le plan international, il devrait y avoir une loi pour ces terrains communs des océans qui ressemblent à ce qu'on a fait avec les baleines. Oui, ben voilà, vous qui êtes là, des gouvernements avec vos cahiers, il faut l'écrire, il faut une loi pour les mers en haute mer, pour qu'on puisse l'utiliser à l'avenir, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un message, Sir David, pour notre public ici? Qui pourront... Vous savez, Madame Lagarde se souvient de votre mot « extinction ». Vous avez transmis pour elle un message un peu négatif. Est-ce que vous pouvez nous donner un message un peu positif à nous? Eh bien, ce qui me frappe beaucoup dans ce contexte, c'est la résilience étonnante de la mer. La baleine sert comme exemple. Dans très peu de temps, ils sont devenus de plus en plus grands. Vu un point de départ presque à zéro, ils sont montés en nombre, en chiffres. Donc, organisons-nous parce que je pense que tout banquier, par exemple, dirait que, ben oui, vous pouvez dépenser vos bénéfices, mais il faut jamais, jamais ronger le capital. Parce que le capital est dans les océans. C'est l'océan comme il est maintenant. On ne peut pas endommager ce capital pour un gain immédiat. Ce n'est pas possible. On ne peut utiliser que ce qu'on appelle l'intérêt. Eh bien, nous sommes en effet à la Banque mondiale, nous sommes une banque. Alors, ceux d'entre vous qui sont à la Banque mondiale, levez les mains, s'il vous plaît, pour dire que nous allons nous engager à protéger ce capital. Est-ce qu'on va compter les mains levées? Et puis, tout le monde, tous les autres aussi, levez la main. Nous engageons à protéger notre planète, le seul capital que nous avons. Vous pouvez le faire. C'est ça ce que je veux dire.
comme message. Vous en êtes capable, vous pouvez le faire. S'il vous plaît, faites-le, parce que là, il s'agit d'un des seuls domaines où on peut prendre ces décisions avec la sagesse et la force d'y arriver. David, on vous adore. Work out. Work out. Thank you. Wonderful. Thank you. Wow, what a conversation. Quel échange! Levez la main, je pense que c'est ce qu'on va retenir de cet échange. Nous allons tous nous rappeler de ce moment. Un grand merci encore, Sir David, un homme animé par une mission, et Kristalina à la tête d'un grand groupe, le groupe Banque mondiale, pour une mission qui va au-delà de la banque, qui est de protéger l'océan et la nature. Nous avons entendu l'urgence qui ressort de cet échange. Et les solutions, les vraies, sont entre nos mains. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir parmi nous certaines des personnes qui proposent des solutions et des façons innovantes de se confronter à ce problème. Et ces personnes, maintenant, vont nous raconter leur histoire, chacun leur tour. En entendant Sir David et Kristalina, il est clair qu'aujourd'hui, nos océans sont à un point de bascule. Mais il n'est pas trop tard. La Banque mondiale et les États font ce qu'ils peuvent et les personnes innovantes et les jeunes cherchent des solutions aussi. Nous avons la chance d'en avoir certains parmi nous. D'abord, nous avons David Katz, fondateur de The Plastic Bank, la banque plastique qui a monétisé le plastique pour les communautés pauvres d'Haïti et au-delà. Puis, notre partenaire de cet événement, le groupe de plaidoyer Global Citizen, qui vont nous raconter leur travail avec leurs jeunes défenseurs, et ils seront rejoints par Thomas Kimber, dont l'entreprise Karoon fait des lunettes de soleil à partir de filets de pêche usagés. Tout d'abord, merci de souhaiter la bienvenue à David Katz. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Avez-vous déjà dû passer après Sir David Attenborough sur scène? En tout cas, c'est merveilleux d'être ici. Monsieur le ministre McKenna, en tant que Canadien, co-Canadien, merci. Les scientifiques des océans nous disent qu'il y a plus de 150 millions de tonnes de plastique dans les océans. Et tous les ans, nous y ajoutons 8 millions de plus. Jusqu'à présent, presque tous nos efforts au niveau mondial ont consisté à nettoyer les océans. Or, nous avons fait peu pour empêcher le plastique d'atterrir au fond de l'océan. Et c'est un peu comme rentrer dans une cuisine avec un robinet plein qui déborde. Imaginez-vous, vous rentrez dans la cuisine, il y a de l'eau dans l'évier qui déborde, qui est partout par terre, qui rentre dans les fondations de la maison, et tout le monde cherche des serpillères et des éponges. Alors que ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est fermer le robinet d'eau. Et donc, nous pourrions empêcher les personnes de jeter du plastique dans l'environnement pour que cela ne finisse pas au fond de l'océan. C'est ce que nous faisons, car nous pensons que la solution réside dans le problème lui-même. Nous sommes devenus une entreprise de développement économique. Nous monétisons le plastique et nous incitons les personnes à collecter le plastique comme si c'était des espèces, puisque c'en est. C'est comme si nous étions tous passés par des hectares et des hectares de diamants qui brillent au soleil. On a envie de les ramasser, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de magasin pour ensuite aller dépenser ces diamants. Personne ne va troquer ces diamants contre autre chose. Et aucune banque ne va accepter que j'y dépose mon plastique. S'il le faisait, cela resterait au sol, sans aucune valeur, comme de la pierre. Et donc, nous avons ouvert des succursales de banques de plastique où, dans des zones où la pauvreté et le plastique sont omniprésents dans le paysage. J'ai créé la banque plastique pour que les personnes puissent collecter et déposer des déchets plastiques et en retirer
de la valeur, comme à Cité Soleil, un bidonville de Port-au-Prince, l'une des communautés les plus pauvres au monde. Tous les jours, Lisa Nassis recueille des bouteilles en plastique, des emballages et les ramène dans l'une de nos succursales. Et nous faisons ensuite un dépôt d'une somme dans son compte bancaire en ligne. Et grâce à cela, elle et des milliers de personnes comme elle ont pu gagner jusqu'à 6 $ par jour, là où la plupart des Haïtiens gagnent 2 $ par jour ou moins. Et comme c'est déposé sur un compte bancaire en ligne, elle a un portefeuille électronique, ce qui l'empêche d'être victime de vol. Et cela crée un livret d'épargne, ce qui lui donne aussi un autre sens de sa propre dignité. À Haïti seulement, nous avons collecté déjà plus de 200 millions de bouteilles pour empêcher que ces bouteilles n'atterrissent dans l'océan. C'est remarquable. Et avec tout ce programme, les valeurs transférées aux personnes pauvres leur permettent d'acheter ce dont ces personnes ont vraiment besoin. Par exemple, de payer des frais de scolarité ou des soins médicaux, des minutes de téléphone portable ou le Wi-Fi. Tout ce que ces personnes avaient du mal à se payer auparavant, mais que désormais elles peuvent se permettre. Et donc, la Banque Plastique a plus de 530 succursales réparties sur le monde entier, comme à Haïti, au Brésil, aux Philippines et en Indonésie. Et ensemble, nous avons empêché plus de 500 millions de bouteilles d'atterrir dans l'océan. Et tous ces points de collecte ne ressemblent pas à des succursales bancaires. En Indonésie, des épiceries qui ont une balance et un smartphone acceptent les déchets plastiques en masse comme forme de paiement. Ce qui veut dire que quiconque a collecté du plastique dans la communauté peut s'acheter plus de choses. Ou alors au Brésil, dans notre modèle Interfaith, chaque famille peut recueillir les déchets de sa famille et les ramener dans l'église de leur confession et utiliser leur plastique comme offrande au lieu de donner de l'argent pour que l'église soit aux côtés des plus pauvres. Ou encore, aux Philippines, nous avons des coopératives. Nous rassemblons les collecteurs individuels pour qu'ils créent une coopérative et qu'ils doublent immédiatement leurs revenus. Et le fait de doubler ces revenus va sur des livrets d'épargne et des collectifs d'investissement pour que chaque collecteur ait une vision d'avenir. Ou encore Haïti, où l'eau est jonchée de sacs plastiques. Et aujourd'hui, tout collecteur peut recueillir des sacs plastiques et payer des soins médicaux dans une clinique directement en payant ses soins avec des déchets plastiques. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est que nous avons créé des opportunités dans des centaines d'écoles. Chaque famille peut recueillir ces déchets plastiques de son foyer et payer la scolarité de leurs enfants à l'école même. Mais le plus important, c'est que tout ce plastique collecté a une valeur immense. Nous revendons ces matériaux à de grandes entreprises comme S.A. Johnson et Henkel, qui utilisent et réutilisent ce matériel plastique dans leurs emballages avec un plastique qui est certifié socialement responsable. Et si vous allez acheter de la lessive ou un produit pour les fenêtres ou un shampoing qui est emballé dans du plastique social, alors vous contribuez directement à l'extraction de ces polluants de l'océan et au fait de lutter contre la pauvreté en même temps. Et c'est bien notre objectif, c'est de fermer le robinet. C'est de mettre un terme au fait que ces 8 millions de tonnes de plastique arrivent dans l'océan qui déborde déjà et de permettre aux personnes de sortir de la pauvreté ce faisant. Mais surtout, et c'est pour ça que je suis ici, nous avons besoin de l'aide de tous et de toutes. Nous avons besoin de l'aide de tous et de toutes pour croître, pour passer à une autre échelle. Et nous vous demandons, si vous représentez un pays, invitez-nous à participer, ouvrez-nous la frontière, travaillez avec nous. Pour que peut-être que la plus grande menace
contre l'humanité devienne la plus grande opportunité pour l'humanité. Merci. Merci, David Katz, fondateur de la Banque Plastique. Nous allons maintenant accueillir Sophie Hollingsworth de Global Citizen et Thomas Kimber de Karoon sur scène. Merci à tous et à toutes. Bonjour, je suis la capitaine Sophie Hollingsworth et je suis la directrice Océan pour Global Citizen. Global Citizen est une organisation mondiale qui cherche à dialoguer avec des citoyens actifs et utiliser nos actions et notre voix collective pour mettre un fin à la pauvreté extrême d'ici 2030. Ma passion pour la mer remonte à il y a une dizaine d'années. J'ai commencé à travailler en tant que femme de ménage sur un bateau à Porto Rico. Et il ne me fallut qu'15 jours en train de nettoyer les toilettes du bateau pour comprendre que ce n'était pas la vie que je voulais, que je voulais en fait devenir capitaine de ce bateau. J'ai donc travaillé d'arrache-pied pour atteindre mon objectif et je suis la femme la plus jeune au monde à avoir obtenu une licence de capitaine d'un yacht de 200 tonnes. Mais être capitaine de bateau, ce n'est pas que boire du rhum sur des îles tropicales et voir des couchers de soleil formidables. Pour chacun de ces beaux couchers de soleil que je vois, il ne se passe pas un moment où la pollution plastique ne passait devant mon bateau. Et je me suis rendu compte que, où que ce soit que je travaille, dans les archipels du Pacifique Sud ou dans l'Arctique, s'il y avait de l'eau de mer, il y avait de la pollution marine. Et je vous dis cela non pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous inciter à innover. Parce qu'il se peut que les personnes provoquent la pollution, mais les personnes peuvent aussi l'arrêter. Et c'est pourquoi je suis heureuse et fière d'être ici avec Global Citizen, un mouvement où notre campagne et notre promesse la plus récente consistait à demander aux personnes, aux entreprises et aux États de jouer chacun leur rôle pour lutter contre la pollution marine. Cela voulait dire soutenir des initiatives comme le fonds ProBlue, qui est hébergé ici à la Banque mondiale. Et mon collègue et mon directeur, Madge Thomas, vous en reparlera dans quelques instants. Mais l'innovation se produit à tous les niveaux. La semaine dernière, nous étions avec Global Citizen aux Philippines et nous travaillons avec des dirigeants locaux pour les encourager à s'engager à des politiques zéro déchet. J'aimerais maintenant vous transmettre un rapide message de Manille. Je suis le maire de Malabon et nous souhaitons que Malabon devienne une ville à zéro déchet. Avec votre aide, avec l'aide de la communauté internationale, je suis sûre que nous y arriverons. Nous disons Sama-sama Kayanaken, c'est-à-dire qu'ensemble, nous pouvons le faire. Notre objectif à Global Citizen, c'est de mettre en lien des administrations qui ont peu de ressources dans les pays qui polluent les océans le plus, comme cette ville aux Philippines, avec le leadership international aussi puissant que celui ici pour mettre en œuvre ces politiques publiques nécessaires pour fermer le robinet de la pollution marine. Je vous invite tous à rejoindre notre mouvement, à signer la pétition sur globalcitizen.org parce que protéger les océans, c'est une tâche qui revient à chacun d'entre nous. Maintenant, j'aimerais inviter sur scène l'un de nos amis, le fondateur de Karoon, une entreprise en Patagonie qui fait des lunettes de soleil recyclées. Monsieur Thomas Kimber. Est-ce que vous m'entendez? Je viens d'arriver de la Patagonie il y a quelques heures. Je suis un peu fatiguée, un peu stressée. Je vous demande d'être indulgent. Est-ce que cela marche? Oui. Karoon, cela veut dire être la nature dans la langue indigène du Chili. Moi, je viens de cet endroit magnifique. Nous sommes une société basée en Patagonie
dans un cadre naturel très sauvage et nous sommes une entreprise animée par la conviction du fait que la plupart des problèmes qu'on résout aujourd'hui ne sont pas des problèmes, mais plutôt les symptômes de causes plus profondes. Nous pensons que notre principal problème aujourd'hui est un problème de perspective. Et cette perspective du monde a créé notre culture et cette culture a donné naissance à notre système et ce système engendre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous pensons que la seule façon de résoudre les vrais problèmes, c'est de changer notre perspective, notre point de vue. C'est une tâche immense. Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons, nous, que des questions à poser. Et la question qui nous oriente dans toutes nos actions est la suivante. À quoi ressemblerait le monde si nous comprenions que nous sommes tous et toutes la nature? Si nous percevions le monde comme faisant partie de la nature, comme n'étant pas distinct de la nature, tout notre monde serait différent. Comment aborderions-nous les autres espèces? Comment nous rapporterions-nous au monde qui nous entoure? Comment définirions-nous la réussite? À quoi ressembleraient les entreprises? Que chercherait à faire une entreprise? Comment définirions-nous l'innovation alors? Comment concevrions-nous les produits que nous utilisons au quotidien? Et ces questions, et il y en a beaucoup d'autres qui naissent de cette même question, mais tout ce questionnement nous a poussés sur ce chemin fascinant de découverte dans notre volonté d'apporter des réponses. Nous travaillons beaucoup avec des communautés indigènes qui sont là depuis 1500, 2000 ans, parfois plus. Imaginez-vous. Toutes ces années de vraie connexion avec la nature, nous avons beaucoup à apprendre. Voilà Karina, une très bonne amie à nous. Et cela nous a conduit à créer des produits de très haute qualité, des lunettes de soleil de très haute qualité qui doivent symboliser cette façon différente de regarder le monde. Regardez, les lunettes de soleil, c'est parfait. On les porte sur les yeux, on voit le monde à travers cela pour inspirer les personnes du monde entier à s'interroger sur cette question. À quoi ressemblerait le monde si nous comprenions que nous sommes tous la nature? Nous faisons des lunettes de soleil de très haute qualité avec une logique différente. Je vais vous raconter rapidement ce que nous faisons. Voilà un fjord en Patagonie. Normalement, c'est jonché de plastique comme partout d'ailleurs dans le monde aujourd'hui. Et là, Pedro, que vous voyez, est un entrepreneur rural. Il n'a pas eu d'éducation ni d'opportunité d'emploi, mais il travaille avec nous. C'est un bon ami. Il recueille des filets de pêche et des cordes et cela lui permet d'avoir un revenu. Et nous travaillons avec lui pour que ce revenu lui serve d'un capital initial qu'il investit dans sa femme, Rosa. Rosa est une femme incroyable. Elle fait des empanadas délicieuses. Je vous invite à y aller. S'il vous plaît, allez nous voir et allez voir Rosa. Et ces empanadas, maintenant, elle et Pedro investissent pour cette petite maison où ils habitent pour en faire un petit restaurant, pour recevoir des touristes, vendre des empanadas, ce qui va à leur tour financer l'éducation universitaire de leurs filles. Et donc, les déchets deviennent une opportunité. Nous avons différents chiffres à vous montrer. Nous ne sommes pas une entreprise qui cherche à nettoyer l'océan. Nous cherchons à inspirer le monde pour apporter une vision différente et changer la logique de l'entreprise. Et pour moi, le plus important, c'est ça. C'est le fait de se mettre en lien avec les personnes, c'est d'être là, de s'asseoir et d'apprendre des autres cultures. Nous travaillons avec 200 entrepreneurs qui ont un impact direct sur 5000 personnes dans cette communauté pour que, comme communauté, nous puissions construire une communauté cohérente pour protéger notre vallée, la vallée de Cochamo. S'il vous plaît, allez dans cette vallée et dites-le moi pour que nous puissions vous recevoir, mais c'est un endroit menacé comme toute la nature aujourd'hui. La seule façon de le protéger, c'est de s'assurer que la communauté locale soit autonomisée à partir de ce qu'ils ont et pas qu'on leur donne des ordres, et c'est ce que nous cherchons à faire. Enfin, pour conclure, nous n'y arriverons pas seuls, c'est sûr. Je suis très reconnaissant car nous avons eu des rencontres exceptionnelles sur notre chemin. Nous travaillons avec des organisations comme Global Citizen. Merci de l'invitation. Merci à la Banque mondiale. Et si nous voulons, comme le disait Sir David, la volonté de résoudre ces problèmes, alors il faut se rassembler pour aborder un point de vue différent sur le monde. Merci et passons à l'action. Thank you, Thomas, for that. Merci, Thomas, de nous avoir donné cette perspective. Sophie l'a déjà dit,
quand on parle des engagements et des pétitions, c'est que les gouvernements, les individus et les sociétés ont chacune et chacun un rôle à jouer. Sir David nous a parlé de la puissance des jeunes qui se réunissent pour prendre action. Eh bien, nous avons 15 000 Global Citizens, y compris quelques-uns qui sont avec nous aujourd'hui, qui ont signé une promesse. Et en fait, c'est Pharrell Williams qui était parmi les premiers à signer. Il s'excuse, il n'a pas pu être présent avec nous, mais voilà, en disant tout ceci, nous pensons qu'on peut avoir un changement, on peut passer au changement. Et si cela vous intéresse, allez s'il vous plaît voir globalcitizen.org. Vous avez déjà vu le message de plusieurs personnes. C'est une question non seulement de voir un changement, mais il y a des sociétés comme Karun qui est allée voir Procter & Gamble, et il y en a d'autres comme cela. Et il y a même des gouvernements qui veulent se faire compter. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter Madame Carden Gipton, qui va accepter ce qui est présenté par ces 15 000 Global Citizens. Merci. Merci. Merci à tout le monde dans cette salle et à ceux aussi qui ont signé la pétition. Nous avons décidé, je ne sais pas si on a été le premier, mais on a été certainement parmi les plus grands des donateurs. Et j'en suis fière. Mais en regardant ceci, en écoutant toutes les histoires, tous les récits, je me demande pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas donateur? Donc, ce serait l'engagement que j'aimerais faire, c'est d'encourager d'autres donateurs à se joindre à nous. Merci et continuons le travail. Merci. Merci à tout le monde de vos histoires personnalisées et qui nous démontrent les possibilités. Applaudissons-les, s'il vous plaît. Or, maintenant, nous avons les innovateurs. La jeunesse nous a inspirés à se demander, alors, que font les secteurs privés et les gouvernements? Eh bien, c'est le panel prochain qui vont se présenter. Et j'aimerais donc souhaiter la bienvenue aujourd'hui à Roberta Barbieri, qui est de PepsiCo, vice-président pour la durabilité mondiale. Ensuite aussi le général Surasak Kalniaranarat, le ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles du Thaïlande. Et le Thaïlande, vous le savez, a la présidence de l'ASEAN cette année. Ensuite, Madame Catherine McKenna, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'ambassadeur Peter Thompson, envoyé spécial des Nations Unies pour l'océan. Et puis, last but not least, Dag Inge Ulstein, ministre du Développement international de la Norvège. Alors, je suis là avec tous ces décideurs. Donc, voyons ce qu'ils ont fait. Une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on a peu de temps, mais on voudrait donner des réponses directes et franches à notre public. Commençons. Nous avons avec nous 3 ministres. Et d'ailleurs, on représente l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. 3 continents. Et j'ai vu que vous avez tous levé la main quand on a dit, voilà, levez la main, et on vous l'avait fait, et vous avez bien sorti vos cahiers. Alors, voyons, Madame le ministre du Canada, vous êtes membre du G7 et nous savons que déjà parmi les G7, il est difficile d'arriver à un consensus. Mais c'est ce que vous avez essayé de faire l'année dernière en mettant en première instance la protection des océans. Eh bien, il y a un problème.
la pollution des océans. Nous avons une côte la plus grande du monde. J'étais dans l'Arctique et nous avons trouvé des déchets plastiques dans des oiseaux de mer. C'était des plastiques qui n'émanaient pas du Canada, d'ailleurs, mais on a dit donc qu'on allait mettre un premier point sur l'agenda. On a donc parlé de ceci pour avoir des objectifs pour attaquer la pollution plastique et en utilisant aussi beaucoup d'outils. Au Canada, on a voulu arriver à zéro, un taux de zéro plastique. Ça veut dire qu'il y aura des balissements et il y a aussi beaucoup d'autres choses. Avec la charte, on a vu qu'il faut mieux gérer les déchets. J'ai vécu moi-même en Indonésie. J'adore plonger dans la mer là-bas. Et on voit la pollution. Et l'Indonésie fait tout son possible, mais il faudra encore l'améliorer. Par la Banque mondiale, par le Blue, par d'autres organisations. On a fait tout ce qu'on a pu faire et je dois surtout remercier nos 3 orateurs parce qu'il faut mettre au centre les personnes, la personne. Et il est facile de dire mais les gouvernements vont s'en charger. Mais non, il s'agit de personnes qui sont pauvres et on peut faire des déchets, de la liquide, des espèces. Et donc, c'est une approche très importante. Et puis, au Canada, on le fait parce que ce que nous faisons, c'est fou. Si vous réfléchissez, ça prend que 5 minutes, 5 secondes de produire un sachet en plastique. Vous l'utilisez pendant 5 minutes et puis cela va endurer pendant 500 ans. Eh bien, voilà, vous êtes tellement bref que cela va servir comme exemple à tous nos autres panélistes. Monsieur le ministre de Thaïlande, on a déjà entendu ce que fait le Canada. Je pense que le Thaïlande est un pays qui est un stade de développement un peu différent. Mais si j'ai bien compris, votre pays essaie de réduire les débris de la mer. Et puis, quand on réfléchit au nombre d'années que vous voulez, eh bien, c'est pas beaucoup. Eh bien, si je peux vous expliquer ce qu'a fait Thaïlande jusqu'à présent. Dans mon pays, nous avons un plan de moyen terme jusqu'à long terme pour pouvoir faire tout notre possible. C'est pour la réduction des déchets plastiques. En ce qui concerne nos mesures immédiates, nous avons décidé que nous allons nous organiser pour éliminer les objets en plastique près de la côte. Et cela est fait de près avec le gouvernement local et provincial. En second lieu, nous nous concentrons sur l'élimination des objets que attrapent les filets. Et puis, la question de suivre les cas et aussi de voir quelles seraient les possibilités en ce qui concerne les municipalités qui puissent faire leur possible, y compris dans les parcs nationaux. Afin d'assurer que ces mesures soient mises en œuvre, nous avons établi une base de données sur la protection de Melinda Bay. Et pour avoir des décisions informées, cela peut nous aider. En ce qui concerne les mesures moyen à long terme, il y a une mesure qui fait qu'il y a des partenariats avec le secteur privé et les gouvernements. Et puis, suivant nos efforts et nos lois,
les déchets plastiques seront bannis, y compris aussi des capsules en plastique, styrofoam, les tasses en plastique à usage unique et d'autres objets seront exclus à partir de 2022. Et d'ici 2027, on sera au point de pouvoir recycler 100% de tous nos déchets en plastique. A developing country really working hard on that. Let's make it a competition. Why don't... Alors, faisons un concours, n'est-ce pas, entre les gouvernements. Nous avons déjà entendu ce qu'ont dit les deux ministres. Alors, la Norvège, qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Eh bien, en fait, je pense personne n'a fait ce qu'il faut faire et ce qu'on a fait. On a souvent tendance à vouloir parler de ce qui a été fait, mais il faut aussi parler de ce qui n'a pas encore été fait. Vous savez, moi, j'ai 4 enfants. Et c'est de nos devoirs de faire le nécessaire avant que mes enfants soient déjà au collège. Donc, il faut se concentrer sur ce qui n'a pas encore été fait. Et nous savons qu'il y a, je pense que des déchets, 15 000 tonnes de déchets qui... Enfin, c'est un camion entier toutes les minutes. Oui, j'étais plus tôt dans la semaine, j'étais dans l'océan Pacifique avec 2 équipes, une équipe de rugby et une équipe de l'église. On s'est levé très tôt et on a été ramasser les déchets de la côte. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il n'y avait pas d'infrastructure. On a tout simplement remué, on a tout simplement amené les produits en plastique à 15 mètres, mais une fois que le vent recommence à souffler, cela va se remettre à l'océan. Donc, il y a des choses qu'on a fait avec Prulu et d'autres, c'est qu'il faut, promettre qu'on aura les fonds. Moi, j'ai vécu en tant qu'enfant dans une petite île où, bien sûr, les océans étaient là. Et pour atteindre l'exagèse, il faut gérer les océans d'une façon beaucoup plus efficace que ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'étais hier en conversation avec des autres leaders de la Banque mondiale qui me dit que 2 millions de sachets en plastique sont produits chaque minute, si je me souviens bien. Et puis l'utilisation moyenne est de 12 minutes. Et puis on le recycle à 1%. Donc tellement de choses qu'il faut faire. C'est une question mondiale, donc il faut des solutions mondiales. On ne peut pas atteindre demain, c'est comme l'a dit Sir David. Il faut déjà s'y mettre aujourd'hui. Il faut avoir des voix fortes, il faut le faire claironner. Donc il faut faire beaucoup plus. Je suis fière de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore tellement à faire. Oui, en effet, pendant que vous parliez, j'essaye de faire les maths et c'est évident qu'il y a une urgence. Eh bien, en voilà pour les gouvernements. On n'a qu'un seul représentant du secteur privé. Est-ce que cela veut dire que le secteur privé n'a pas encore fait le nécessaire? Roberta Barbieri. Eh bien, personne n'a fait suffisamment de choses, ça c'est certain. Permettez-moi de vous dire ce qu'a commencé à faire le secteur privé. PepsiCo, nous avons un partenariat avec des partenaires qu'on n'aurait pas pensé pouvoir toucher, c'est-à-dire nos pairs et nos concurrents, afin de pouvoir travailler la question. Parce que, bien sûr, on fait partie du problème, on en est à la cause aussi, donc on aimerait faire partie de la solution. Donc, on combine des dollars pour les investir dans l'infrastructure en Asie du Sud-Est, dans une alliance. Nous investissons aussi dans l'infrastructure ici, près de chez nous, aux États-Unis. PepsiCo a fait une dotation de 100 millions de dollars, pardon.
10 millions de dollars, excusez-moi. Et puis, nous réinventons aussi notre conditionnement, nos emballages. La crise de déchets est un danger matériel à notre société. Nous comprenons cela très bien. Et nous savons, comme mon PDG l'a dit, il faut changer notre modèle d'affaires. Par exemple, on a récemment acheté une entreprise qui fait des matériaux qui ne sont pas pour usage unique. Donc, je dirais que le message que j'aimerais vous laisser, c'est que le secteur privé est certainement impliqué dans la question des sociétés comme PepsiCo et bien d'autres. Nous nous réunissons les uns et les autres, ce qui n'est pas normal. En fait, parfois, c'est déjà la première fois qu'on se réunit. Et puis, on accélère de plus en plus tout ce qu'on fait de façon interne et externe aussi. Et j'espère que la concurrence autour de cette table est amicale, mais agressive en même temps. Eh bien, si j'ai bien compris, les gouvernements parlent beaucoup du travail qu'ils font au niveau local. Mais en même temps, au niveau mondial, il faut y avoir des choses qu'on peut faire ensemble. Sir David, Kristalina ont déjà démontré un certain leadership à cet égard. Mais j'aimerais passer maintenant la parole à notre ambassadeur Thompson, envoyé spécial des océans, pour les océans. Qu'est-ce que les gens qui sont maintenant sur scène pourraient faire dès à présent? Eh bien, je vais inclure d'ailleurs Kristalina et Sir David. Et je dois dire que j'étais ébloui par le fait que le président intérimaire de la Banque mondiale est plus radical que moi. Alors, formidable. Allez-y, Kristalina et Banque mondiale, je vais retenir leurs paroles pour toujours. Vous savez, j'étais à Madrid hier, je pensais que là, ils étaient radicaux. Mais franchement, la Banque mondiale, c'est génial ce que vous faites. Alors, plastique, ce que font les gouvernements? Eh bien, ce n'est pas uniquement les pays développés qui s'en chargent. C'est bien que le ministre de Thaïlande a pris la parole aussi. Vous savez, moi, j'émane de Fidji, et donc je connais ces problèmes. Les pays qui bannissent les sachets à usage unique, c'était surtout les pays en voie de développement qui l'ont fait. Et hier, à Madrid, le directeur des poissons de la pêcherie m'a dit les poissons sont la nourriture des pauvres. Et donc, ils comprennent de quoi il s'agit. Et en commençant par Sir David et Kristalina, tous ceux qui ont été sur scène jusqu'à maintenant, j'aimerais changer un peu d'optique. Bien sûr que le plastique, c'est énorme. C'est pas uniquement d'ailleurs le plastique visible, c'est aussi les particules qu'on ne voit pas. Les microfibres qui existent partout. Et d'ailleurs, ce sommes nous maintenant qui le mangeons. On ne sait pas encore quel en est le résultat, mais je pense que ça ne doit pas être une bonne chose qu'on mange des choses qui sont à base pétrolière. Mais de toute façon, moi, j'aimerais vous parler du côté des égouts, des produits des égouts. Parce que quand on parle de pollution, il s'agit aussi de pesticides, il s'agit aussi de l'assainissement des champs agricoles, il s'agit des déchets industriels. Où est-ce que cela passe? Eh bien, tout cela passe à la longue à la mer. Donc, Banque mondiale, je sais que vous prenez vos consignes de la part des gouvernements. Il y a 3 gouvernements représentés ici. Je pense qu'il y a
au mois de septembre que les ministres des Finances vont venir ici. Et je pense qu'il faut vraiment vous mobiliser pour dire, voilà, on aimerait voir qu'il y ait un assainissement mondial, parce que ce n'est que 40% des déchets qui sont assainis avant que cela arrive dans l'océan. Je crois que vous avez trouvé la bonne stratégie. Féliciter la Banque mondiale et tous les partenaires au début, puis à la fin, donner plus de tâches à faire. Mais merci, c'est merveilleux, monsieur l'envoyé spécial des Nations Unies pour l'océan. Mais j'aimerais vous demander à tous, si on regarde la longue liste de courses qu'il faut faire, et nous sommes tous d'accord pour dire que cette liste est longue, il faut arriver à cibler les actions immédiates. J'aimerais donc passer pour l'instant au secteur privé. Madame Barbieri, vous avez dit que le secteur privé auparavant échangeait sur un mode de concurrent, mais aujourd'hui vous cherchez à coordonner. Si on regarde les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, que pouvez-vous faire pour qu'on revienne l'année prochaine ou dans 2 ans pour rendre compte de ce que vous avez fait au public? Pour moi, c'est vraiment une question d'économie circulaire. Très honnêtement, tout ce que nous faisons à PepsiCo pour remédier à cette crise des déchets plastiques qui est de recycler plus, récupérer plus nos bouteilles, en faire du contenu recyclé pour de nouvelles bouteilles, réduire, réinventer, passer à des matériaux biologiques et pas des composés pétrochimiques. Tout ça, c'est lié au carbone. Donc tout ce que nous allons faire pour résoudre cela va nous permettre de résoudre le grand problème à long terme que nous avons. Et ce raisonnement circulaire vaut pour tout. Plus nous réfléchissons de manière circulaire, plus nous répondons aux risques soulevés par le changement climatique. Il faut penser en termes de système. C'est-à-dire que la question des déchets plastiques est un problème systémique. Il y a des points d'accroche tout le long de notre chaîne linéaire dans laquelle chacun est amené à jouer un rôle, depuis les personnes qui retirent les ressources de la terre jusqu'aux personnes qui les emballent et nous les fournissent. Nous les remplissons, les consommateurs les achètent, les grands distributeurs les vendent, tout le monde, et puis les consommateurs qui les consomment. Tout le monde doit jouer un rôle pour mettre un terme à ce paradigme du linéaire et passer au circulaire. Je ne sais pas si cela répond à votre question. Et oui, cela répond, et c'est aussi un appel à agir pour toutes les personnes tout le long de la chaîne pour faire ce qu'on peut. Et en parlant de ce qu'on peut, l'économie bleue. Monsieur le ministre de Norvège, cela a été un slogan pour votre pays et votre partenariat avec les autres. Il se passe beaucoup. Il y a les objectifs de développement durable, l'économie circulaire, l'économie bleue. Ce sont des concepts importants. Mais comment s'assurer que tous ces efforts soient vraiment bien coordonnés les uns avec les autres et non pas cloisonnés? Ça, je crois que c'est très important, Monsieur le ministre. Oui, merci. Comme je vous le disais, c'est une question mondiale à laquelle il faut des solutions mondiales. Nous pensons qu'il faut un cadre mondial spécifique pour lutter contre la pollution marine, avoir des législations, comme quoi par exemple? J'en reviens à Fidji ou à l'océan Pacifique. Ce n'est pas de là que vient l'essentiel de la pollution. Il faut donc se réunir et avoir ce cadre mondial. Et je pense qu'il y a de bonnes idées à recueillir dans différents pays. Regardez en Norvège, 97% de toutes les bouteilles plastiques sont recyclées ou réutilisées. Et c'est un pourcentage élevé. C'est lié à la mentalité qui s'est développée au cours de ces dernières années. Et c'est aussi parce que notre système fiscal encourage cela. Donc si on avait un cadre mondial pour que les États et le secteur privé
et la société civile adoptent cet état d'esprit de se dire que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut le faire bien et qu'il faut le faire maintenant, je pense que ce serait un bon point de départ. Mais pour nous, jeter des déchets dans la nature est illégal. Ce n'est pas permis. Pour nous, c'est si important qu'on a décidé d'y mettre un point. Voilà des idées de point de départ. Mais il faut avoir ce cadre mondial bien défini pour nous tous. Merci de souligner cette importance du travail en commun. Mais on peut travailler ensemble au niveau régional, c'est essentiel. L'ASEAN est une communauté de pays en développement et de pays émergents. Comment pouvez-vous travailler sur cette question, Monsieur le ministre de Thaïlande? Vous présidez l'ASEAN cette année et vous aurez une déclaration normalement à ce sujet. Mais les mots sont une chose et l'action est autre chose, comme nous le savons tous, Monsieur le ministre. Oui, merci. Nous présidons l'ASEAN en 2019 et donc la Thaïlande travaille avec nos collègues de l'ASEAN pour atteindre les objectifs dans la lutte contre les débris marins. Tout d'abord, nous allons adopter un plan régional pour lutter contre les débris marins. Et deuxièmement, nous aurons un plan d'action de l'ASEAN qui sera mis en œuvre par tous les États membres de l'ASEAN. Permettez-moi de préciser le contexte, ce que nous avons déjà fait et ce que nous comptons faire pour atteindre ces objectifs communs. La Thaïlande, en 2017, a organisé la première conférence sur la réduction des débris marins pour lancer un dialogue régional. Et il y a eu une nouvelle réunion de ministres à ce sujet en mars cette année. Et cette réunion a été une réussite. Les ministres de l'ASEAN se sont félicités et se sont mis d'accord pour mettre en œuvre la déclaration de Bangkok et de l'adopter au 34e sommet de l'ASEAN qui se tiendra en juin. Nous cherchons à agir sur les débris marins avec une aide à la planification et à la politique publique et au renforcement des capacités, des actions de sensibilisation, de pédagogie, de diffusion et de travail avec le secteur privé. Nous invitons les États membres de l'ASEAN à mettre en œuvre ce cadre et à mettre au point des plans d'action nationaux et régionaux. Je suis très heureux de travailler avec la Banque mondiale, avec le Fonds fiduciaire multidonneur ProBlue pour cette action sur les débris marins. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'aimerais donner la parole au Canada. Nous avons entendu des collègues qui nous ont parlé de ce qu'ils font. Le Canada est bien connu pour ses efforts de protection de l'environnement, y compris les mers et le plastique. Mais Madame la ministre, je suis très heureuse de pouvoir dire Madame la ministre. Qu'en est-il de la suite? Vous avez déjà avancé et on dit que c'est le dernier pas ou le dernier 1% qui est le plus important et le plus difficile. Donc comment passer au stade suivant dans votre pays? Je réfléchissais. Je peux vous dire tout ce qu'il faudrait qu'on fasse pour avoir zéro déchet plastique, des interdictions, des réglementations générales, de l'innovation, une meilleure gestion des déchets, plus de pédagogie. Mais je pense qu'il y a deux éléments pratiques et ça, je le dis à destination du public. Cela fait longtemps que je suis dans ce domaine. J'ai l'impression du point de vue d'une ministre et il y a deux choses. D'abord, il faut mettre en lien les océans, le climat et la nature. Nous aurons un sommet sur la nature ce mois-ci. Mais on va dans ces circuits-là et d'un côté, tout le monde parle des océans et des déchets plastiques. Puis on va ailleurs et tout le monde parle de biodiversité qu'on appelle aujourd'hui la nature. Et puis on passe au côté climatique et chacun reste dans son coin, mais tout est lié. Pensez à cette photo si connue, Earthrise. Est-ce que vous connaissez cette photo ? Comme l'a dit Sir Attenborough, c'est toujours une question de perspective. Si on regarde la photo, on voit à quel point nous sommes
petit. Nous n'avons qu'une planète et il faut arrêter d'en faire une déchetterie. Nous devons arrêter de polluer nos océans, nos terres, notre air, parce que ce n'est que là que nous aurons les solutions. En fin de compte, il n'y a pas que les personnes ici dans cette salle qui veulent cela. Moi, je travaille dur au Canada et il y a beaucoup de personnes qui s'en préoccupent au Canada. Mais il faut convaincre tout le monde que nous sommes tous et toutes concernés. Il n'y a pas de frontières. Il va falloir réunir nos agendas et être très concret. Moi, j'ai 3 enfants et je rigole toujours. Ils me disent « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Je dis « Je vais à une réunion » et je leur dis « Ah, une réunion à la fois, c'est comme ça qu'on sauve le monde. » Mais ils me disent « Eux, nous, on sait quel est le problème. Il y a trop de pollution. On sait quelles sont les solutions. Maintenant, il suffit de mettre les points sur les i, les mettre en place, les mettre à échelle et s'assurer qu'on ait les personnes au centre. C'est ça les ODD, mais nous pouvons y arriver. Merci. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le public est motivé? Je pense qu'il y a des millions de personnes qui nous suivent en ligne en ce moment. Quelques mots de conclusion donc. Je reviendrai à ce qu'a dit Sir David tout à l'heure. Je crois personnellement qu'il est impossible de se dire que l'humanité n'a pas d'innovation à apporter pour résoudre ce problème. Pourquoi est-ce que je le dis? Depuis que nous avons quitté l'Afrique, l'innovation et le partage sont les fondements de la civilisation humaine. Nous en sommes aujourd'hui à un moment de crise. Il faut arriver à mieux innover et mieux partager. Mais pourquoi nous retrouverions-nous en échec aujourd'hui? Je ne crois pas que cela se matérialise. Il faut faire confiance à la science et financer la science. Et enfin, oui, l'océan est en grave difficulté. Et oui, la pollution et le plastique sont des composantes terribles comme la pêche, comme le disait Sir David. Mais en fait, ça, ce sont les parties qu'on peut régler puisque c'est une question de gestion. Et je pense que nous allons y arriver d'ici 2030 pour atteindre l'ODD 14. Je pense que l'élan est présent. Mais les 3 problèmes les plus graves avec lesquels nous serons confrontés pendant plus de 100 ans, c'est le réchauffement des océans, l'acidification et la désoxygénisation. Tout est lié au dioxyde de carbone et à nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce que vous faites en tant que personne ou État pour réduire les émissions de gaz à effet de serre vont constituer l'avenir des générations à venir, puisque c'est là qu'aujourd'hui réside ce problème, maîtriser nos émissions de carbone. Alors, beaucoup de pain sur la planche, mais pour l'instant, nous savons que nous sommes très jeunes par rapport à la vie de cette planète et comme Sir David l'a dit, nous sommes tous des élèves de cette grande nature. Un grand merci aux hommes et aux femmes sur scène. Merci de vos actions. Restez assis, s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir rester assis. Nous allons maintenant inviter sur scène. Merci de rester assis, s'il vous plaît. Nous allons inviter sur scène maintenant Laura Tuck, vice-présidente du développement durable de la Banque mondiale. Mais avant que Laura ne prenne la parole, j'aimerais vous dire que c'est Laura et ses collègues qui ont organisé tout cela. Et nous aimerions vous remercier de cet effort. Laura, merci. Merci, mais en fait, ce sont mes collègues qui sont assis là. Je sais que nous n'avons plus beaucoup de temps. Je serai très brève et je ne pourrai jamais résumer tout ce qui a été fait. Mais merci à tous les participants. C'est merveilleux de voir tant de jeunes ici. Je pense que, d'après ce qu'a dit Sir David Attenborough, c'est très clair, il faut avoir des océans sains. Ce n'est pas qu'une bonne chose à faire, c'est essentiel pour la santé des personnes, pour les alimentations, pour les emplois, pour l'économie. Cela doit être une priorité. Mais, deuxième point, nous avons un problème. Nous avons plein de problèmes, vous venez de les entendre. Je suis très heureux que l'ambassadeur norvégien cite les chiffres. 1 million de bouteilles par minute, 2 millions de sacs plastiques par minute au niveau mondial. Il faut réduire notre consommation de plastique à usage unique, mais c'est aussi les eaux usées, le ruissellement agricole, tout ce que vous avez entendu. Et cette idée de la source à la mer, c'est de se dire que ce problème doit être abordé depuis tant
de perspectives, le ruissellement agricole, les pêches, le plastique des déchetteries, les déchets municipaux, les déchets industriels. Il faut penser à tout cela côté source. Et le coût-bénéfice est assez clair. Kristalina a donné les chiffres. Si ce n'est que 50 à 100 $ pour avoir un système de gestion intégré, de gestion des déchets, mais si le coût social et économique des déchets incontrôlés est 4 ou 5 fois plus, alors pourquoi n'y arrivons-nous pas? Mais mettre un terme à la production des déchets n'est pas suffisant. Il faut construire l'économie circulaire, réutiliser, refuser, réutiliser. On a parlé aujourd'hui de créer de la valeur à partir des déchets, utiliser des filets de pêche pour faire des lunettes de soleil, avoir des banques de plastique. Il faut trouver le moyen d'en retirer des bénéfices. La Banque mondiale cherche à agir sur cette question de manière différente en finançant la gestion des déchets solides, l'économie circulaire, les réformes politiques, la conception d'outils d'évaluation, aider les pays à se réunir. Nous travaillons avec l'ASEAN sur cette charte. Nous faisons un travail d'analyse et nous travaillons dans différents partenariats. Nous sommes très heureux d'être dans le partenariat mondial pour l'action sur les plastiques avec PepsiCo pour réfléchir au niveau international à ces normes et à ce travail qui ne peut être fait qu'au niveau international. Vous avez beaucoup entendu parler de ProBlue. J'aimerais parler de nos donneurs, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Canada, l'Allemagne, la France et la Commission européenne. Merci de vos contributions. Comme l'a dit la Suède, vous êtes tous et toutes invités. C'est très ouvert. Et nous travaillons sur le plastique, la pollution marine, les pêches. Vous avez entendu l'importance aujourd'hui de la pêche, mais de rendre tous les secteurs qui sont liés de près ou de loin à l'océan bleu pour qu'il n'ait pas d'externalités négatives. Nous devons protéger notre capital naturel. On parlait de la façon dont on peut avoir les bienfaits à long terme, à court terme. Mais aujourd'hui, le long terme, c'est notre quotidien. C'est en train d'arriver. Il faut aider toutes les populations que nous représentons, les États, les enfants, le secteur privé. Tout le monde doit comprendre que la valeur de notre capital naturel est ce qui nous permet de vivre aujourd'hui. Et si nous le détériorons, comme l'a dit Sir David Attenborough, il n'y aura point d'avenir. C'est notre tâche, c'est notre responsabilité pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, comme l'a dit Kristalina. Nous voulons travailler avec vous tous. Il faut y aller.